bulletin sur Fraternité FM. C'est avec un immense plaisir que nous vous retrouvons pour ce numéro du bulletin de l'information. Fidèles téléspectateurs, bonjour. À la une de ce 20h, aide de l'État à la presse. La haute autorité de l'audiovisuel de la communication AC lance un programme de formation in situ au profit des professionnels des médias. La cérémonie protocolaire du lancement de cette phase de formation a eu lieu ce matin dans les locaux de Fraternité FM en présence du conseiller Armand Onsou. Les 120 journalistes de 30 radiodiffusions sonores du pays en bénéficieront. Détails à suivre. Pendant ce temps, la course à la présidentielle de 2026 au Bénin s'intensifie dans le rang de l'opposition. Après une semaine de départ de dépôt de candidature, le principal parti d'opposition a bouclé la phase d'enregistrement de potentiels candidats. Au total, 35 prétendants au duo présidentiel ont manifesté leur désir. On en parle dans un instant. À ces informations vont s'ajouter bien d'autres, l'actualité africaine et sportive. Bienvenue à chacun et à tous. Le parti d'opposition, les démocrates, a clôturé samedi 4 octobre la réception des dossiers pour la sélection de son duo de candidats à la présidentielle de 2026. Selon le secrétaire national à la communication Guy Tokwe, 35 candidatures ont été enregistrées au siège du parti à Cotonou. Parmi les personnalités en lice figurent notamment Eric Ondete, Daniel Eda, Martin Abou, Kamel Wassangari et Nouroudine Sakasale. Un comité de sélection de 15 membres déjà mis en place entamera les entretiens individuels dès cette semaine. Le parti prévoit de désigner officiellement son duo présidentiel le 11 octobre 2025, soit quelques jours avant la période officielle de dépôt des candidatures à la Commission électorale nationale autonome Sénat. Je l'annonçais également dans les titres de ce 20h, des formations in situ au profit des journalistes béninois. C'est une initiative lancée par la haute autorité de l'audiovisuel de la communication AC. Une série de formations au profit de 120 journalistes issus de 30 organes de presse repartis sur l'ensemble du territoire national. Elle s'inscrit dans le cadre de l'aide de la presse de l'aide de l'État à la presse nouvelle version. Objectif, renforcer les capacités techniques rédactionnelles des professionnels des médias. La cérémonie de lancement officiel de cette formation pour le compte des journalistes du Septentrion s'est déroulée dans les locaux de Radio Fraternité à Parakou. Le compte rendu dans ce reportage signé Ulrich Abalo et Socrate Adam Todé. Au nom du président de la HAC et en mon nom personnel, je déclare ouverte cette formation in situ dans la région septentrionale de notre pays. C'est à travers cette formule protocolaire que le représentant des droits locaux, président de la HAC, a lancé officiellement la première formation in situ destinée aux journalistes du Septentrion. Il s'agit d'une initiative inscrite dans le cadre du nouveau format de l'aide de l'État à la presse qui vise à renforcer les capacités des professionnels des médias directement au sein de leur rédaction. François Aoudo, secrétaire général de la HAC, parle de la portée de cette initiative. La HAC a opté pour les formations in situ cette fois-ci encore parce qu'il s'agit d'aller dans les rédactions non sans avoir contacté les responsables de ces rédactions afin qu'ils indiquent les priorités de leur rédaction, les besoins en matière de renforcement de capacité. C'est sur cette base que ces formations in situ ont été organisées, de sorte que chaque formateur dans chaque rédaction pourra tenir compte des aspects prioritaires que les responsables des différentes rédactions ont exprimés. Le directeur de Radio Fraternité, hôte de cette première session, a salué une démarche inclusive. Il a souligné combien il était important pour les médias, souvent laissés en marge, de bénéficier à nouveau de formations ciblées. Une opportunité, selon lui, pour améliorer la qualité du travail journalistique en cette période sensible. Rodrigue Azinombe. Il est important de rappeler aux professionnels des médias les us et coutumes en cette période si sensible. Et c'est important pour nous donc que ces formations, ce type de formation se déroulent. Nous ne pouvons qu'apprécier cela parce que ça fait des années que les médias engriffent
semble être oublié par la haute autorité de l'audiovisuel et de la communication, mais avec cette mandature, je vois qu'il y a toute une autre approche pour permettre aux professionnels de mieux faire leur travail. Pour tirer le meilleur profit de cette initiative, le conseiller Armand Houssou a invité les participants à la rigueur et à l'assiduité, les encourageant à s'impliquer activement tout au long de la formation. Si nous savons d'où nous sommes venus, nous devons apprécier à sa juste valeur cette cérémonie de lancement de la formation in situ. Et c'est le lieu de remercier l'ensemble des acteurs qui ont travaillé d'arrache-pied. Nous devons maintenant prouver que nous méritons cette place-là en nous donnant davantage, en étant assidus. René Soglo, rédacteur en chef de Radio Fraternité et représentant les bénéficiaires, a exprimé les attentes des participants. Il salue une formation véritablement adaptée aux besoins des différentes rédactions et aux exigences du métier. La démarche avait été déjà menée par la HAC qui nous avait saisis par une note officielle pour demander nos besoins. Nous les avons exprimés, dont les besoins ne sont pas les mêmes dans nos différentes rédactions. Par exemple, ici à la Radio Fraternité FM, nous sommes revenus sur la gestion, par exemple, de la grogne. Je voudrais tout simplement remercier ceux-là qui régulent le monde des médias au Bénin. Cette première session de formation in situ marque un pas important dans la politique de renforcement des capacités des journalistes avec l'ambition d'améliorer la qualité de l'information et de répondre concrètement aux besoins des professionnels des médias à travers le pays. Et pendant ce temps, célébré le 5 octobre de chaque année, la Journée mondiale des enseignants a été l'occasion hier de rendre hommage à celles et ceux qui façonnent les générations futures. Cette édition a surtout permis de réfléchir à l'évolution de la fonction enseignante d'hier à aujourd'hui dans un contexte marqué par de profondes transformations sociales et technologiques. Instituée par l'UNESCO en 1994, la Journée mondiale des enseignants vise à reconnaître le rôle des enseignants, le rôle essentiel de l'enseignant dans la société, autrefois perçu comme le maître incontesté, dépositaire du savoir et modèle de la communauté. L'enseignant d'hier exerçait dans un environnement où respect et autorité allaient de pair avec le noble devoir d'éduquer. Mais au fil du temps, la profession a connu de profondes mutations. Daniel Padonou, enseignant, la retraite fait une comparaison entre l'enseignement d'hier et celui d'aujourd'hui. Dans l'ancien temps, au moment où nous, on était dans l'enseignement, par rapport à aujourd'hui, il y a quand même une petite différence. Pourquoi? Parce que lorsque j'observe la plupart de certains enseignants, il y a cette vocation-là qui a un peu disparu. Parce que quand on parle de l'enseignant, d'abord, il faut beaucoup de sacrifices. L'enseignant ne peut pas dire, bon, on va me payer, même si on te donne 1 million, ça ne suffira jamais. Donc il faut se sacrifier. Et moi j'ai constaté quand même que ça a disparu parce que beaucoup, sinon certains enseignants ne veulent plus se sacrifier et on veut seulement l'argent. Le travail là ne fait plus leur préoccupation. Alors qu'avec ces âmes, le centre qu'on a, ça veut dire les enfants, nous devons beaucoup faire attention parce que les enfants, c'est des anges, ils sont saints. Et quand on fait bien le travail, c'est que c'est Dieu qui récompense. Bon, maintenant, nous constatons, nous qui sommes un peu doyens par rapport à eux, nous constatons que ça a disparu. On ne veut plus se sacrifier, on ne travaille plus comme on devrait le faire. Il y a certains qui jouent le rôle d'éducateur. Par contre, il y en a vraiment, il y a à dire. Parmi eux, il y a à dire. Il y a certains vraiment, avec ce qu'on voit là, ce n'est pas bien. On ne peut pas tout dire, mais ce n'est pas bien. Il faut encore, sans doute, des formations. On doit les former pour leur apprendre que l'enseignant ne doit pas faire ci, l'enseignant ne doit pas faire ça. Voici le rôle de l'enseignant, il faut les former. Je me suis dit peut-être que c'est cette formation qui manque parce qu'on les forme au niveau du français, on les forme au niveau de la mathématique, la démarche d'enseignement, il faut faire ci. Au niveau des réformes, au fur et à mesure, les anciens chaque fois vont à la retraite. Maintenant, les jeunes qui sont là, ils se disent que bon, on doit faire ça de cette manière alors que non, ce n'est pas bien. Ce que je voudrais
demander à ces jeunes enseignants, parce qu'il leur reste encore beaucoup, hein. Il y en a dès maintenant là, de se remettre à la tâche et de ne pas regarder les difficultés de ce métier, parce que c'est un métier noble, mais très complexe, très compliqué. Vous l'avez compris, c'est l'heure de vous mettre au parfum de l'actualité sportive et pour en parler, je reçois aujourd'hui Jacques Degbe. Première division bulgare, Verdon et Ludogorets accrochés. Oui, Ludogorets d'Olivier Verdon et le CSKA Sofia se sont séparés sur un score de parité ce dimanche dans le cadre de la 11e journée de la Parva Liga au terme du temps réglementaire. Les deux équipes se sont neutralisées, 0 but partout. Le défenseur béninois a enchaîné avec une nouvelle titularisation à jouer les 90 minutes. Ludogorets compte 22 points et est 3e au classement avec un match en moins. Pendant ce temps, l'SOSC de Dododokou s'est incliné ce même dimanche à l'occasion de la 7e journée de la Liga Portugal 2. Les Rouges et Blancs ont courbé les chines devant la réserve du Sporting Portugal, leader sur un score de 0 but contre 4. Reste au banc au coup d'envoi. Le milieu béninois est entré en jeu en début de seconde période à la 46e minute. Reste, il faut dire que l'SOS, son club, compte 7 points et descend à la 13e place. Monaco, l'entraîneur Adi Hütter sur la sellette, son successeur déjà trouvé. Oui, cette trêve internationale sera bel et bien fatale à l'entraîneur de l'AS Monaco, Adi Hütter, fragilisé par ses résultats irréguliers depuis le début de la saison. Le technicien autrichien va, comme pressenti, être licencié par le club de la Principauté malgré une prolongation de son contrat jusqu'en juin 2027. En janvier dernier, l'ancien coach de Francfort n'est plus considéré comme l'homme de la situation. En effet, d'après les informations du quotidien L'équipe ce lundi, les dirigeants monégasques ont bien pris la décision de licencier Hütter après le nul contre le GC Nice. 2 buts partout ce dimanche en Ligue 1 française. Pointé du doigt pour le niveau de jeu de son équipe. L'homme de 55 ans a fait surtout les frais d'un début de saison compliqué et une déconnexion avec son vestiaire. Pour tourner la page rapidement lors de cette trêve, la direction de l'ASM a déjà bien avancé dans la discussion avec un candidat en particulier. Selon plusieurs indiscrétions, l'heureux élu pourrait être Edin Terzic, libre depuis son départ de Dortmund en juin 2024. Le tacticien allemand possède de nombreux partisans en interne à Monaco. Merci à vous, Jacques Degbe, fidèles téléspectateurs. Ainsi s'achève ce numéro du bulletin de l'information, le tout premier pour le compte de cette semaine. Merci de nous avoir suivis. À très bientôt.